Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors aujourd'hui, nous sommes à vous la parole. À vous la parole donne, n'est-ce pas, la parole à des invités de prestige, de marque, qui nous parlent de leur parcours et néanmoins apportent un plus, notamment dans la réflexion, la pensée et entre autres aussi des conseils qui peuvent amener concernant leur expérience. Aujourd'hui, nous allons recevoir un Camerounais de l'extérieur. Ah oui, il tient à le dire, il n'est pas de la diaspora, mais il est un Camerounais de l'extérieur. Il viendra nous parler de son parcours, de comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il a immigré, pourquoi immigré. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre ce premier volet qui est de présenter l'invité et surtout rester scotché sur Info TV, car aujourd'hui, on va beaucoup échanger. En parlant d'immigration, n'est-ce pas, on indexe notamment les frères camerounais, on indexe les frères ivoiriens, burkinabés, on parle notamment de l'immigration clandestine, des voyages qui sont faits à travers le désert et ces âmes perdues qui se déversent dans la mer depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, du leadership et notamment de l'immigration aussi qui est un fléau quand même qui dévaste un peu nos pays et puis nos continents, notre continent africain. Mais avant de commencer, on va rendre un vibrant hommage, notamment souhaiter les condoléances à Madeleine Mitlassou qui est décédée ce matin de suite de courte maladie. Madeleine Mitlassou qui était journaliste émérite à la CRTV et qui laisse justement une famille éplorée. On lui souhaite toutes les condoléances à toute sa famille biologique et puis ses amis et notamment ses confrères. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité qui n'est autre que Samuel Hervé Mandeng. Bonjour, bonsoir Samuel Hervé Mandeng et bienvenue au Cameroun encore une fois de plus. Bonjour, bonjour Odile, Bonsoir, nous bonjour. sommes en soirée là Oh déjà. oui, bonsoir. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Peut-être que je suis encore de l'autre côté. D'accord, le décalage reste certainement. Ouais, Voilà, à coup de voilà. Vous pouce. êtes à vous la parole aujourd'hui. On va parler d'immigration, on va parler notamment de leadership, d'entrepreneuriat. On savait que vous excellez là-dessus. On sait que vous êtes conseiller en leadership entrepreneurial, groupe 237 à Montréal. Et puis on sait aussi que vous êtes le président de Cameroun Digital Boost et de Give Back to Mama, le concept Give Back to Mama. Mais avant ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais ici qui souhaiteraient savoir qui est ce monsieur assis. Voilà, on sait que vous êtes un Camerounais de l'extérieur. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, quelle est la différence entre Camerounais de l'extérieur et la diaspora. Mais néanmoins, avant ça, il faudrait déjà qu'on vous présente qu'est-ce que vous faites au quotidien, qui vous êtes, quel est l'apport que vous donnez notamment à vos suiveurs, vos concitoyens. Et puis même, vous faites quand même aussi le tour de l'Afrique. Faut pas seulement dire que vous êtes immigré du Canada, mais vous faites le tour de l'Afrique, comme on voit souvent au Sénégal, au Burkina Faso, en Afrique du Sud. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce que vous faites exactement, Monsieur Samuel Evemandenk? Alors, je vais réitérer en disant une fois de plus bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent dans le monde et un pincement de cœur à tous ceux qui sont à Montréal, qui ont eu un verglas. Aujourd'hui, Montréal est à 60 à 70% sans lumière et les familles sont obligées de se déplacer parce que le chauffage ne fonctionne pas et tout comme tout fonctionne avec le gaz. Et un pincement de cœur à tous mes compatriotes qui nous regardent dans cette partie. On compatit. Écoutez, la vie est aussi équilibrée, même aussi à Montréal. On peut aussi couper l'électricité comme au Cameroun. D'accord, Voilà. ok. Alors, moi, je suis un développeur en leadership entrepreneurial. Mhm, Euh, Plusieurs années, on peut plus de 10 ans, 15 ans d'expérience aujourd'hui dans le développement des compétences. mhm, Alors, un développeur, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui est là pour apporter des solutions. mhm, Alors, donnez-moi des solutions, donnez-moi des problèmes, je vous donne des solutions. mhm, Alors, je me suis spécialisé dans le leadership. mhm, Profite pour saluer International Leadership Institute, qui est la structure qui m'endosse, mhm. parce que on peut se proclamer être expert en leadership, mais faut faire ses classes dans certaines structures. Je profite pour saluer la directrice, Madame Révérende Florence Foucault, Mhm, qui est la directrice d'Afrique francophone. mhm, Alors, c'est là où sont parties mes bases et cette passion vraiment de vouloir apporter un plus pour l'environnement et arriver, j'ai fait aussi mes classes dans beaucoup d'affaires mhm, au Cameroun, l'intermédiation d'affaires et puis après, mais ici aujourd'hui dans l'entrepreneuriat mhm. à Montréal depuis 2015 aujourd'hui. Je suis conseiller en entrepreneuriat avec le groupe, et non 237, le groupe 3737. Je dis les Ah, internautes d'accord.
à regarder justement le groupe 3737, nous sommes responsables de l'entrepreneuriat des communautés ethnoculturelles. Le gouvernement s'est rendu compte que la communauté noire et surtout notre communauté ethnoculturelle immigrante n'était pas suffisamment outillée et financée pour les programmes. Et on a un budget à plus de 180 millions de dollars pour financer les entrepreneurs. Et moi, je suis le conseiller de la ville de Montréal pour justement accompagner les entrepreneurs dans ce domaine. Alors, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat social, on voit très peu l'entrepreneuriat social. Dans l'économie sociale, très important, il faut savoir que l'économie sociale, c'est l'économie sociale qui développe un pays, développe dans le sens des mœurs. Et puis l'entrepreneuriat classique, comme on le connaît, comme tout le monde le connaît. Donc, voilà à peu près ce que je fais. Et entre autres, oui, président d'un mouvement Cameroun Digital Boost et Give Back to Mama, qui sont des mouvements qui amènent, qui essayent de reconvertir ou construire des ponts entre les Camerounais qui ont une certaine renommée à l'international, à venir donner ce qu'on appelle leur dîme, leur 10% pour le développement des concitoyens, le développement du pays. Alors, nous sommes à notre 3e édition et nous sommes fiers de réunir la crème des crèmes qui viennent chaque année au Cameroun. Alors, Samuel Hervé-Manding, alors vous parlez d'immigration, de comment est-ce que vous êtes arrivé au Canada et puis notamment pourquoi vous avez immigré. On va encore vous reposer cette question. Après, notamment, être resté au Cameroun, après avoir travaillé ici, parce qu'on sait quand même que quand vous étiez ici, vous travaillez quand même. Pourquoi avoir immigré? Ben déjà, j'ai immigré parce que je voulais... j'ai été touché, on peut dire, pour commencer par la jeunesse. J'ai été touché par la déviance de la jeunesse. Je me souviens à l'époque, je voulais être président du Conseil national de la jeunesse. Je salue Abdourazak et Yoki Onana. À l'époque, c'est notre génération. Et j'étais responsable de la région, de l'arrondissement de Yaoundé 5e. Alors, où je lidais avec les jeunes dans cette partie. Et je voyais cet endroit était jonché quand même de beaucoup de bars. Et avec toutes les déviances. Et j'étais écœuré, j'étais touché. Et alors je disais, mais comment il y a autant de bars, mais il n'y a pas d'organisation qui aide ces jeunes généralement à comprendre la société, peut-être à les aider même à ne pas peut-être boire dans cette manière. Et justement, j'avais le choix, ce soit aller en France, ma femme et mes enfants étaient en France, ou aller être en Angleterre. Ma femme et mes enfants, ma femme surtout a étudié en Angleterre et on avait la possibilité de s'installer. Et j'ai choisi le Canada parce que je voulais apprendre le communautaire afin de contribuer au développement certainement de l'Afrique, aussi pour me positionner en termes de leadership, pour apporter un plus, pour tutoyer les meilleurs dans le monde, dans le leadership. Et c'est ça mon rôle. Et aujourd'hui, je suis fier parce qu'aujourd'hui, j'ai pu créer mon style de leadership après 15 ans de leadership aujourd'hui. Et mon leadership est parti de ceux, des personnes donc, qui m'ont précédé, des personnes qui m'ont précédé dans ma position de secrétaire de la communauté noire au Québec. Et aussi des personnes comme Mandela. Si je vous pose la question, qui est le remplaçant de Mandela? Difficile à savoir. Qui est le remplaçant, qui a continué la vision, par exemple, de Martin Luther King, qui continuera peut-être la vision de certains de nos leaders africains. On parle de Sankara, on parle même de notre cher président. Alors, au fait de cela, j'ai dit, mais non. Être leader, c'est une chose, mais être modéleur, c'est une autre chose. Donc, tu dois être leader, mais tu dois développer des capacités pour te reproduire, auprès d'une population. Et c'est pour ça que j'ai créé le modelship, qui est une science qui amène à quelqu'un qui a déjà découvert un potentiel. Je prends le cas de ton directeur, du président-directeur, M. Mveng. Si M. Mveng, aujourd'hui, sent qu'il est fatigué et qu'il voudrait, par exemple, passer le bâton, il utilise le modelship, qui est une technique pour reproduire son leadership. Alors, il mobilise il a le leadership de mobilisation pour toucher les personnes, donc pour identifier les bonnes personnes, et il les organise. Il doit avoir le leadership d'organisation pour positionner chacun à son niveau. Et il doit avoir le leadership de développement pour les permettre de se mouvoir. Après le leadership de développement, il a le leadership d'éducation pour les permettre d'avoir des valeurs. Tu peux être développé, mais si tu n'as pas de valeurs, tu peux être détruit. Alors, en plus de cela, maintenant, le L qui est le dernier, c'est le leadership de loyauté.
Beaucoup de gens sont éduqués, ils sont développés, ils sont même organisés, ils sont même mobilisés, mais ils ne sont pas loyaux. Alors la loyauté, c'est un niveau de succès qu'il faudrait avoir, un niveau de réussite que beaucoup de gens n'ont pas. Alors il faut être loyal à son maître, il faut être loyal à la société, il faut être loyal avec soi-même. Alors je peux être fier parce que c'est tout ça, si je n'étais pas dans cette partie du monde aujourd'hui, je n'allais pas certainement découvrir le leadership à ce niveau. Oui. Alors, on a vu le modèle-ship, le leadership, votre création. On espère que ça marche quand même avec, n'est-ce pas, vos suiveurs et puis ceux que vous formez souvent en général, parce qu'il faut le rappeler, vous formez également, vous discutez, vous organisez des conférences aussi. Alors, parlons toujours d'immigration. Alors, que pensez-vous de l'immigration en général? Pourquoi est-ce qu'on doit immigrer? Selon peut-être vos aspirations. Ben, je dirais d'abord, premièrement, que l'immigration est une bonne chose. On a pensé, il y a des gens qui disent de manière courante que la Chine a été inspirée du Cameroun à un certain niveau, tu vois, 1960, dans plusieurs domaines. Alors, s'ils ont été inspirés, c'est parce qu'ils ont voyagé pour venir au Cameroun. Alors, l'immigration est une bonne chose parce que ça vous permet de pouvoir tutoyer les autres, regarder leur savoir-faire et, si possible, apprendre de leur savoir-faire pour venir adapter certainement dans votre contexte. Mais maintenant, le problème, c'est savoir immigrer. Le problème dans notre communauté, c'est que plusieurs personnes immigrent. Donc, en fait, comment bien immigrer, en fait? Justement, à ce niveau, c'est que beaucoup de gens ont dit que la politique d'immigration n'est pas suffisamment encadrée. On aime voir les Chinois, on aime s'inspirer des Chinois, mais on ne veut pas connaître le parcours des Chinois. C'est-à-dire qu'un Chinois ne se lève pas un matin et dit, écoute, voilà la carte du monde parce que j'ai l'argent, je veux sortir, je vais aller résider dans ce pays. Non. L'immigration est contrôlée par le ministère des Relations extérieures. J'ai eu l'opportunité de côtoyer pendant plusieurs années dans le cadre justement de mes fonctions avec la maison chinoise à Montréal et être business manager de beaucoup de structures chinoises. Alors, tu comprends que ces personnes, lorsqu'ils immigrent, ils sont soutenus par leur gouvernement. Ils sont soutenus. On te demande pourquoi tu sors, pourquoi tu veux partir. Tu dois montrer un projet smart, un projet important pour l'image du pays. Et tu es soutenu financièrement. Et lorsque tu arrives dans ce pays, il y a un accueil. Alors, nous sommes l'une des communautés qui est très bien positionnée en termes d'intelligentsia à l'international, mais nous ne sommes pas accompagnés. En fait, on peut dire nous sommes les self-made. Quand vous dites nous sommes les self-made, c'est quoi? C'est les Camerounais de l'extérieur? C'est qui exactement nous? Lorsque je pense que nous ne sommes pas encore à la définition de Cameroun, des Camerounais de l'extérieur, mais si vous en venez, je peux peut-être mieux le définir. Mais je peux dire, quand je parle de self-made, je pense que on est parti, certains sont partis, juste peut-être par conviction, ont été poussés à partir. Ceux-là, je l'appelle la diaspora, ceux qui ont volontairement quitté le pays avec des compétences, avec une vision bien claire et disent, écoute, je vais aller là-bas parce que je vais apprendre tel métier. Et ce métier va me permettre non seulement de me réaliser et d'influencer le monde. Alors, ça, c'est deux mindsets différents. L'autre, c'est une diaspora parce qu'il est parti par son gré. Aujourd'hui, il faut savoir que les pouvoirs publics nous ont mis tous dans un cocon. C'est-à-dire que tout le monde est diaspora. Mais je profite ici pour saluer le ministère des Relations extérieures. Le ministère des Relations extérieures a mis en place une direction spéciale, la direction des Camerounais de l'étranger. Il n'a pas appelé diaspora. Et ça, c'est vraiment l'intelligence de ces personnes et même de son personnel que je profite pour saluer et tout. Vraiment, c'est très stratégique. Nous ne sommes pas pareils. Parce que lorsqu'on est Camerounais de l'étranger, Camerounais de l'étranger, on se sent ambassadeur. Mais lorsqu'on nous appelle diaspora, imaginez-vous le mot diaspora. Diaspora veut dire que vous avez fui. Vous avez fui, vous êtes des réfugiés. Et c'est pourquoi celui qui a été poussé de manière économique ou de manière, selon les définitions que je viens de donner, de manière sociologique ou bien épidémique ou bien par un conflit interne, lorsqu'il est poussé, il est poussé,
Mais il veut, il est poussé, mais pas par volonté. Oui. Mais il est poussé parce que il sent que il voulait faire des choses dans son pays, mais les conditions ne s'y plaisent pas. Oui. Alors que l'autre dit, écoute, je peux être bien, mais j'ai envie, je voudrais braver, je voudrais quitter ma zone de confort. Tout à fait. Et je voudrais aller tutoyer. Ça va être difficile. Mais, alors, lorsqu'on revient au niveau de l'encadrement de l'immigration aujourd'hui, nous devons immigrer. Le Cameroun d'hier, il y a 10 ans ou 15 ans aujourd'hui, ou 20 ans, ce n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. Le Cameroun d'aujourd'hui, les gens sont plus évolués en mentalité. Pourquoi? C'est parce que les Camerounais, non seulement ont permis, à cause aujourd'hui de cette explosion des médias, vous voyez aujourd'hui, on salue l'Info TV, les médias aujourd'hui, les Camerounais de temps en temps s'informent. Aussi, d'autres peuvent se déplacer dans certains pays. Vous comprenez? Oui. Mais la différence ici, c'est que l'immigration ne devrait pas être un trajet, mais c'est un projet. D'accord. L'immigration se prépare. L'immigration, tu dois avoir une vision. Pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont les moyens qui te permettent de pouvoir résister dans ces milieux? Qu'est-ce qu'il te faut? Mais on ne se lève pas pour dire, écoute, je vais m'essayer. Et le plus difficile, c'est que c'est devenu une culture. C'est devenu une culture et c'est devenu une forme de croyance. Lorsque un a réussi, il est difficile de convaincre les 100 autres qui veulent partir. Ils vont te dire, écoutez, l'autre a réussi, il est venu au Cameroun, il nous a offert à boire, il était habillé comme ça et tout. Écoute, moi aussi je veux partir. La motivation n'est pas bonne. La motivation d'un acte est le reflet d'un acte. Alors, est le reflet de là où le résultat d'un acte. Les gens doivent savoir que l'immigration c'est bien, mais l'immigration sans projet, c'est une destruction. Ça dit que c'est pire qu'un kamikaze. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. En Tunisie. Oui. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes... dans l'océan. Je dis toujours aux gens que l'avantage avec le Canada, c'est qu'on ne migre pas par le bateau, ni par un réseau. On y migre par le cerveau. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine compétence qui vous permet de pouvoir entrer dans ce pays sur la base des connaissances. Alors, on ne peut pas considérer la communauté immigrante canadienne ou américaine qui part d'ici par rapport à une loterie. Voilà, ça c'est même une bonne question. Alors, que dire de ceux qui prennent la route par la mer, par route, par bateau, et qui décèdent, ou bien même quand ils arrivent, ne réussissent pas forcément? Le constat est malheureusement, on peut dire, terrible. Je pourrais le dire, vous savez, lorsque l'information croise vos émotions, ça crée la conviction. Ça veut dire quoi? Lorsque vous dites à quelqu'un qui est convaincu qu'en Europe, il va réussir, même si vous lui demandez de ne pas partir, il va partir au prix de sa vie. Pourquoi l'information reçue a croisé l'émotion? Mais c'est parce que justement, on n'éduque pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de systèmes pour éduquer. Voilà pourquoi le rôle des organisations. Il faut comprendre que le rôle du communautaire, c'est ça, c'est éduquer. Lorsqu'il y a une situation sociétale comme celle-là, il faut mettre des mécanismes pour déconstruire les mentalités. Mais c'est là le problème. Alors, face à ces jeunes qui partent, c'est vraiment déplorable parce que c'est une perte. C'est une perte pour les familles, c'est une perte pour l'État. Et aussi, ces jeunes partent avec peut-être pas des raisons, on peut dire, suffisamment mûres, mais ils partent parce qu'ils ont peut-être faim. Et c'est parce que la société où nous sommes nous a fait croire que réussir, c'est avoir. Alors le jeune dit, écoute, moi je veux partir parce que tel était venu ici, là, il était habillé comme ça. Moi je suis fatigué de la frustration. Je veux partir parce que je veux sauver ma famille. Peut-être, entre guillemets,
bonne initiative, peut-être bonne motivation, mais mal mesurée. Et c'est ça le plus gros défi de notre société. Donc, on ne peut rien dire par rapport à ça, mais je pense que les pouvoirs publics, à travers le ministère des Relations extérieures, doivent, on aime citer la Chine, on aime citer l'Inde comme les exemples, mais tu ne peux pas te lever un matin, tu sors en Inde. Mais oui, tu ne peux pas te lever un matin, tu dis parce que tu as ton argent, tu veux immigrer. Non, c'est contrôlé. Pour sortir de l'Inde, pour sortir de la Chine. Oui. Et aujourd'hui, les meilleurs, lorsqu'on regarde les meilleures universités du monde aujourd'hui, ceux qui me regardent, qui ont étudié dans les meilleures universités du monde, tu vois que ce sont des Chinois, il y a plusieurs Asiatiques dans votre classe, il y a très peu d'Africains, il y a très peu de Noirs, je ne veux même pas dire, dans toute la communauté noire, il y en a très peu. Vous avez la troisième communauté qui sont les communautés les Arabes. Les Arabes étudient beaucoup, vous comprenez? Et nous, on n'a pas suffisamment de moyens de payer des écoles à 50 000, 100 000 $ l'année. Donc, on va payer des écoles cheap. Même les écoles cheap, on dit que moins cher, c'est des écoles où vous allez rencontrer une certaine catégorie de personnes. Alors, je pense que par rapport à nos jeunes qui partent, il faut une déconstruction de ce que c'est que l'étranger. J'aime toujours le dire, ta proximité à côté d'une personne de succès ne te fait pas de toi une personne à succès. La proximité dans un pays développé ne te fait pas de toi une personne développée. Il y a des personnes qui sont parties ici nanties de moyens. Nanties de moyens tout simplement avec cet engouement de vouloir partir nécessairement à l'étranger. Ils sont arrivés dans ces pays, regrettent aujourd'hui, ils me suivent. Ils regrettent, ils auraient dû rester dans leur pays en Afrique ou au Cameroun et réussir. Mais parce que justement, les gens ne connaissent pas le succès. Le succès, ce n'est pas avoir. Le succès, c'est être. Le succès, les gens pensent que c'est quand on a une grosse voiture, c'est quand on a une belle maison, c'est quand on est bien habillé qu'on a réussi dans la vie. C'est quand on est à l'abri du manger. Et la faute à qui? La faute à nos modèles de société. Ah d'accord, on y arrive, hein, au modèle de société. Alors on va prendre une première réaction. Bonsoir le plateau, je suis Njoya Agile depuis Fumban, à l'ouest du Cameroun. Je voulais savoir comment faire pour être formé en modelship. Merci et bonne soirée à vous. Donc voilà, il y a une petite réaction, notamment concernant le modelship, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment faire justement pour aider votre concitoyen? Alors, le modelship est une science qui est sélective. Alors, c'est beaucoup plus des personnes qui ont réussi, qui ont des réalisations, et qui veulent transmettre à une nouvelle génération. J'ai été inspiré du modelship de deux catégories de peuples. J'ai été inspiré des chrétiens. C'est surprenant, de l'homme qu'on appelle Jésus-Christ qui est mort justement aujourd'hui. Voilà, en fait, qui est mort aujourd'hui, voilà. En fait, aujourd'hui, la journée sainte. J'ai été inspiré comment Jésus a pu mobiliser ses disciples, ses 12 disciples. Comment il les a choisis. Donc, Jésus-Christ a utilisé le leadership, le modelship. Il est d'abord devenu leader parce qu'il s'est réalisé. Et puis maintenant, lorsqu'il sentait qu'il devait partir, il a sélectionné, il a mobilisé ses leaders, il a mobilisé ses disciples, il les a organisés, il les a développés, il les a éduqués, puis ils ont été loyaux à lui et à sa vision. Alors, la deuxième inspiration, c'est ceux qui font les arts martiaux. Vous avez le karaté, les différents arts martiaux qu'on connaît, le karaté, judo et tout, qui existent depuis au moins 200 à 300 ans. Comment ils ont fait pour perdurer cette science jusqu'à aujourd'hui? C'est la même chose. Ils ont utilisé la science du modelship. Alors, à cet effet, j'ai compris que si vous voulez faire perdurer une science, vous devez utiliser le modelship. Alors, je reste ouvert. Je suis sur LinkedIn. Alors, c'est monsieur Njoya, c'est ça? Voilà. Oui, il peut me contacter sur LinkedIn ou sur Facebook, Samuel Hervé Manding. Mon Hervé n'a pas H. J'aime toujours dire que ma mère et mon père avaient oublié le H. D'accord. Alors, nous recevons aujourd'hui Samuel Hervé Manding qui nous vient de je voulais dire diaspora, mais camerounais de l'extérieur, qui nous parle un peu de son parcours. Mais avant ça, il y a la question des internautes. Oui, il se pose des questions sur ce personnage, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, à quoi servent ses conférences, qu'est-ce qu'il est réellement. Alors pour ça, on a Nadège Yougain qui est là avec la question des internautes. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes sur Info Télévision, bienvenue.
à cette rubrique consacrée aux questions des internautes. Je suis en compagnie de Samuel Hervé Mandin, Camerounais de l'extérieur. Monsieur Mandin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'intérieur, bienvenue au pays. Merci. J'espère que vous n'avez pas me crucifié aujourd'hui. Pas du tout. Ok. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment se passe votre séjour au Cameroun? Oh, ça se passe plutôt bien, très occupé. On vient toujours pour transmettre le savoir. Et justement, j'ai quelques conférences depuis la semaine, depuis mon arrivée et certainement la semaine prochaine, une conférence dont je vais annoncer le 14 avril au ministère des Postes. Alors, vous allez répondre par oui ou non et apprécier certaines questions proposées par nos internautes. Je vais essayer. D'accord. Les entreprises au noir prospèrent-elles au Québec? Difficile. Par oui ou non? Non. Apprécier? Non. Difficile. Difficile, c'est une question, on ne peut pas dire par oui ou non, parce qu'elles sont en croissance. Elles sont en croissance et le gouvernement a mis des moyens pour les aider. Je dirais non je dirais non il y a 10 ans, je dirais non il y a 10 ans, mais je dirais pas non aujourd'hui. On a des firmes qui se démarrent, mais pas au niveau quand même des Caucasiens. La diaspora est-elle unie? Mais non, comme je l'ai dit, je ne suis pas diaspora, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, je crois que vous voulez parler des Camerounais de l'extérieur. Écoutez, la diaspora est certainement unie. Lorsqu'il faut faire des grèves pour le Cameroun ou bien pour danser, non, vous allez nous voir. Vous allez voir les Camerounais. Mais lorsqu'il faut s'asseoir pour le développement, pour se réunir, pour impacter, pour envahir le pays qui nous accueille, vous verrez très peu de nos compatriotes. Êtes-vous membre de la diaspora? Membre de la diaspora? Non, je suis membre des Camerounais de l'extérieur. Je suis l'un des combattants de ce mot. Je ne me retrouve pas dans ce mot. Alors, je pense que pour moi, il y a une diaspora au Cameroun, il y a les Camerounais de l'extérieur. La diaspora, aujourd'hui, on peut comparer, par exemple, nos frères du Nord qui ont eu des conflits aujourd'hui, qui ont été déplacés pas par leur volonté. On a ceux aujourd'hui du Nozo aussi, qui sont partis pas par leur volonté. On a aussi des Camerounais qui sont partis peut-être pour des raisons politiques et économiques. C'est normal. Donc, à cet effet, ceux-là peuvent être considérés comme des diasporas, mais nous sommes partis soit étudier, soit peut-être pour trouver un travail. Alors, ce n'est pas le même mindset, ce n'est pas la même façon de réfléchir. Les autres, ils sont en train de revendiquer quelque chose, ils veulent revenir chez eux, mais nous, on ne revient pas. Ne me demandez pas de revenir. Je dis toujours à nos compatriotes que moi, je préfère être le dernier dans mon domaine au Canada que d'être le premier dans mon domaine dans toute l'Afrique. Alors, ça veut dire que, comme je le dis toujours, les meilleurs sont en NBA. Je préfère tutoyer le monde dans cette partie du monde et puis maintenant venir transmettre une expertise. Vous vous réclamez comme Camerounais de l'extérieur et non de la diaspora? Bien sûr, comme je viens de le dire, je me réclame comme Camerounais de l'extérieur et tous ceux qui me suivent, surtout ces compatriotes qui sont allés étudier en Amérique du Nord et aujourd'hui, et ceux qui ont eu des contrats et tout, mais ils ne sont pas Camerounais, ils ne sont pas diaspora. Je suis la cause. Pourquoi vous avez la peine à appeler un Français qui est ici, un Français de la diaspora? Il n'est pas diaspora. Il est peut-être expatrié selon vous. Alors appelez-nous peut-être ça. Nous sommes peut-être... souffrez de nous appeler Camerounais de l'extérieur. Et je le combattrai mordicus pour dire aussi que vraiment ceux qui continuent à nous appeler de cette manière font une grave erreur. Nous sommes deux catégories. Et de cette catégorie, nous ne voulons pas rentrer pour l'instant. On pense qu'il est important que le gouvernement sache que tous les Camerounais ne peuvent pas rentrer et ne doivent même pas rentrer. Parce que le monde aujourd'hui, c'est la conquête. Est-ce que vous comptez rentrer au pays? Bon, question complexe. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais je pense qu'un jour, on devrait certainement rentrer. Mais avant de rentrer, je veux veiller à ce qu'un Camerounais soit à ma place. Vous comprenez? Parce que le monde aujourd'hui, c'est la conquête. C'est la conquête d'informations, c'est la conquête de position.
il faudrait que le gouvernement du Cameroun sache qu'il y a des Camerounais qui devraient soutenir pour que ces Camerounais pénètrent toutes les sphères des domaines d'influence dans le monde afin qu'ils soient, entre guillemets, on peut dire des représentants ou, si vous voulez, je veux simplifier le mot espion économique, espion dans le développement, qui soient leurs représentants pour être justement des courroies de transmission. Parce qu'il faudrait des personnes qui restent ici et d'autres qui sont là-bas et on crée des ponts. Parce que le développement, c'est de l'autre côté aussi, parce qu'ils ont les moyens pour se développer. Alors pourquoi je quitterais là-bas pour venir ici m'asseoir pour être le meilleur des autres? Et l'entrepreneuriat se développe et mute presque chaque année. Alors que je suis ici aujourd'hui, je veux peut-être paraître être un C'est-à-dire vous encouragez l'immigration? J'encourage l'immigration. Mais je n'encourage pas toute forme d'immigration. Non, pas à tout prix. J'encourage l'immigration. Je l'ai dit ici. Hein, l'immigration, ce n'est pas un trajet, c'est un projet. Alors, pour immigrer, il faudra avoir un projet de vie. Et savoir que dans ce projet de vie, on veut représenter l'image de notre pays. Lorsqu'on me voit dans un pays, on me voit camerounais, on me dit toujours Samuel Eto'o ou Roger Mila. Ça veut dire que ces personnages aujourd'hui ont vendu l'image du Cameroun à un certain niveau. J'en suis fier. Alors lorsqu'on me voit, alors je veux être celui-là qui représente l'image de notre pays, mais dans un domaine peut-être qui n'est pas encore suffisamment exploré. Monsieur Mandin, c'est qui votre modèle? Avez-vous un modèle? Si. Écoutez, je veux vous dire que pour réussir dans la vie, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un coach qui vous accompagne tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie, vous avez besoin d'un coach. Alors, le modèle, je peux vous dire que on a les modèles dans plusieurs angles de la vie. Alors, moi, par exemple, un de mes modèles aujourd'hui dans le leadership a été toujours mon mentor, la révérende Florence Foucault, que je fais un coucou. Aujourd'hui, dans le leadership, c'est vraiment mon modèle. Alors, dans l'entrepreneuriat, j'en ai d'autres. Dans la gouvernance, j'en ai d'autres. Dans les affaires, j'en ai d'autres. Dans ma vie maritale, j'en ai d'autres. A dit qu'une personne équilibrée qui veut réussir, vous devez avoir deux catégories de personnes. Un modèle que vous voulez atteindre et un coach qui vous accompagne à atteindre le modèle. C'est qui votre modèle? Je vous ai dit dans le leadership, c'est la révérende Florence Foucault. Vous comprenez? Et j'ai aussi suivi un leader qui m'a beaucoup inspiré, Miles Moreau. Le feu Miles Moreau, il est décédé. Alors lui, il m'a beaucoup inspiré pour devenir ce que je suis aujourd'hui. On vous qualifie d'influenceur de prestige, dites-vous. Influenceur de prestige. Oui, je vous raconte une anecdote. J'ai été invité, je suis toujours invité dans certains paliers, même à l'Assemblée nationale du Canada, du Québec, et même, je vais dire du Cameroun. Alors, je me souviens, un policier m'a demandé, mais comment vous allez en dreadlocks parler aux députés? Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui ai dit, écoute, je suis un artisan, je suis un artiste. Je suis un artiste du cerveau. Ça veut dire que je rends des personnes bêtes, intelligentes. Vous comprenez? Alors, moi, je peux le dire aujourd'hui, oui, je suis un influenceur, mais lorsqu'un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui transforme les autres. Mais je peux dire en un mot, je suis un développeur. Je suis un développeur. Toute difficulté devant moi, je la transforme en opportunité. Que pensez-vous de la nouvelle génération des influenceurs camerounais? Écoutez, dans tout le monde entier, vous aurez toujours ce type d'influenceurs. C'est juste que, écoutez, ils ont tout simplement surfé sur un besoin. Vous comprenez? Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une buvette pour danser, ce n'est plus le DJ qui influence la musique. C'est plutôt les clients qui influencent le DJ. Donc, ça veut dire qu'ils ont tout simplement répondu à un besoin, répondu à un état de mentalité. Et ils ont surfé dans ce type de mentalité. Si la population n'était pas cloîtrée ou bien influencée, ou bien n'avait pas les prémices ou les bases de ce type de mentalité, ils n'allaient pas céder. Ils allaient dire, ben, tu fais ça, dégage. Tu vois?
Donc aujourd'hui, je peux dire dommage que ceux qui font, pour, je ne dirais pas tous, hein, je dirais pour la plupart, n'aident pas suffisamment nos jeunes à se développer, malheureusement. Êtes-vous pour ou contre le mariage à distance? Mariage à distance, je vous dis que pour ou contre, je pense qu'à un moment de la vie, on est obligé d'être à distance. Je raconte mon histoire. Moi, je me suis marié en 2007 et directement, mon épouse est partie en Angleterre étudier et nous sommes restés de 2007 à 2014. Vous comprenez, 7 ans. Et c'était difficile. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait le téléphone. C'était difficile, il fallait avoir des convictions. Vous comprenez, mais croyez-moi, dans ces 7 ans, on a fait 2 enfants. Donc, ben, juste pour dire que c'est difficile, mais parfois il le faut pour des convictions. On est parfois obligé de partir pour un temps. Mais si vous aimez votre homme, si vous aimez votre femme, vous comprenez que ce n'est pas nécessairement le côté émotionnel et charnel qui devrait drainer ou soutenir votre relation. C'est beaucoup plus les convictions au niveau plus intellectuel. D'accord. Les Camerounais ou alors les Africains, savent-ils réellement aimer? Oh là là. Alors, je réponds aujourd'hui dans cet angle-là comme un des responsables, en fait, le directeur d'une organisation qu'on appelle CHAPOP, Chantier d'apprentissage optimal, où je suis le PDG. Nous accueillons beaucoup des immigrants et nous aidons les communautés africaines à mieux s'intégrer dans la société. Alors, je peux dire que l'amour africain est manifesté d'une autre manière. Les Africains ne sont pas très expressifs en amour, c'est-à-dire que les hommes surtout. Vous savez, en Afrique, on drague la femme par le bien. Par le paraître. Donc la femme plus sera charmée par le paraître. Alors qu'en Occident, la femme, tout le monde a le paraître, elle veut vous écouter. Quels sont vos projets, quelles sont vos visions? Et je vous dis, nos jeunes souffrent. Nos jeunes souffrent, et même les personnes qui arrivent là-bas célibataires souffrent. Ils font des années sans avoir une copine, sauf s'ils vont dans la communauté africaine. Alors je dirais que, est-ce que les Africains savent aimer? Non, ils ont un amour qui est complètement différent, mais sauf que cet amour n'est que valable dans un milieu en Afrique. Mais lorsqu'on arrive en Occident, vous devez être capable aussi de vous adapter. Parce que votre femme voudrait aussi que vous la sortez en été, lui tenir la main avec sa petite culotte, parce que tout le monde doit mettre une petite culotte au moins en été, parce qu'à cause de la mélanine, à cause justement du soleil, il faut avoir un peu de soleil, et surtout nous qui n'avons pas beaucoup de soleil. Donc, pendant l'été, les gens vont porter les petites tenues. Alors, si vous arrivez à ces milieux, à ce moment de la société, vous allez dire, mais tout le monde ici est pervers. Mais non, c'est la mélanine que les gens cherchent. Ils ne veulent pas aller pour prendre les médicaments, mais ils veulent être exposés au soleil. Alors, ta copine, tu aimerais aussi la tenir, elle voudrait aussi sentir de l'amour, elle voudrait que tu lui tiennes par la main. Je vous raconte une anecdote. Un jour, je sortais d'une réunion avec ma directrice et on sortait de la réunion et un monsieur, un caucasien blanc, a fait la cour à ma directrice. Et ma directrice lui demande, mais vous ne voyez pas que je suis avec un monsieur? Et le monsieur lui a dit, mais non, ce n'est pas votre mec. Et ma directrice lui demande, mais comment vous savez que ce n'est pas mon mec? Elle dit, non, parce que vous les Africains, lorsque vous êtes avec vos femmes, vous êtes nerveux. Elle dit que, et c'est vrai, lorsqu'un Africain avec sa femme, je ne sais pas si c'est un Africain, c'est sa femme, il est nerveux au volant. Ou bien là à côté où sa femme est devant, il est nerveux, il attache le visage. Alors, c'est notre expression. Je ne peux pas dire si c'est mauvais ou c'est bon, c'est notre expression. Mais si tu vois un Africain jouer trop avec une femme, il rit, ça veut dire sa sœur. Certainement. Alors, eux, ils ont remarqué ça. Et il a dit à ma directrice, non, c'est pas votre mec, c'est pas lui. Et on a été choqués. Et c'est vrai. Je pense que notre langage d'amour doit s'adapter en fonction des sociétés. Que pensez-vous des crimes passionnels? On reste dans l'amour. Écoutez, les crimes passionnels, ça existe. Je crois que c'est des hommes ou des femmes, vous comprenez. Dommage pour ceux qui le font, mais de plus en plus, ça se fait dans cette partie du monde. On décrit notre communauté. Sûrement, vous aurez des Camerounais qui tuent leurs femmes. Il faudrait que les gens qui nous écoutent comprennent le contexte. La plupart de ces personnes, lorsque vous êtes en divorce avec votre femme, la femme a 80% pratiquement de votre salaire, vous n'arrivez même pas à payer une chambre.
c'est pas loin du suicide. Je suis dans le média aussi. J'ai eu à accueillir plusieurs personnes dans ce cadre et même dans le cadre de l'organisme où je suis, où des hommes brisés pour le mariage. Le mariage dans cette partie, lorsque vous êtes brisé, et de manière économique, c'est une catastrophe. Alors, c'est là où viennent les crimes passionnels, généralement. Les Africains, ils voient que sa vie est complètement foutue. Il fait un burn-out et puis il va tirer sur la femme, il va tirer sur les enfants. Hein, parce que presque tout le monde a certainement une arme. Nous tous, on a certainement des armes chez nous à la maison. Alors, donc, c'est pour dire que c'est normal. C'est normal ce qu'ils vivent à cause de l'influence de la société. Mais je suis contre quand même pour les crimes passionnels. Je pense qu'il y a toujours une solution et c'est pourquoi nous sommes là. Alors si quelqu'un m'écoute en Amérique du Nord, quel que soit l'endroit, et tu as un problème avec ta conjointe ou ta femme et tu sens que là, il faut te tuer, non, je pense qu'il y a toujours une solution. Il se dit que vous avez commencé votre business comme apacheur au marché central. Vrai ou faux? Oh, oui, vrai. Vrai, mais pas business. En fait, j'habitais le marché central, à l'immeuble qu'on appelle Orlando à l'époque. Et mes parents habitaient là. Et alors, je voyais ces gars aller négocier. Et par passion, j'ai dit, mais je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Et je peux dire, je salue la communauté apacheur du marché central qui vont me reconnaître. Et je pense que j'étais quelqu'un qui s'est positionné aussi comme un bon apacheur. Je faisais pas ça pour l'argent, mais je faisais ça juste pour comprendre la science derrière ça. Je pense que la pâche m'a appris la psychologie. La pâche m'a appris à être moi-même. La pâche m'a appris à lire. L'apacheur, c'est, vous dites, l'apacheur, c'est la seule personne, à dire que c'est une personne qui peut identifier un client au milieu de 100 personnes. Et même si la personne est nerveuse, il a les mots justes pour vous amener vers le vendeur. Ça, c'est un haut niveau de la science de la psychologie. Alors, moi, ça m'a appris, ça m'a aussi donné la volonté parce que j'étais très timide. Hein, on ne va pas parler aujourd'hui. Je pense que la pâche m'a appris aujourd'hui cette capacité-là à mieux m'exprimer, à ne pas avoir peur. Et ça, c'est un gain de la vie. C'est un passage de la vie. Je l'ai appris et j'en suis vraiment, vraiment fier. Les événements qui ont marqué votre tendre enfance. Les événements qui ont marqué mon temps d'enfance, je parle du divorce de mon père et ma mère. Le divorce de mon père et ma mère se sont séparés. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché parce que mon père était un de mes modèles. D'accord. Est-ce que vous vous intéressez souvent aux situations des migrants? Alors là, ça vous intéresse? Vous voulez de me prendre croche et maintenant vous voulez me prendre haut. Alors là, je sors d'une situation tendre parce que là, je viens de penser à mon père parce qu'il il est décédé et puis ça fait 5 jours que normalement, on commémorait son décès, ça m'a un peu mis down. Je souffle. Alors, vous disiez que, est-ce que quoi? Vous vous intéressez souvent aux situations des migrants? Bien sûr, je travaille dans l'immigration, je suis dans l'immigration, l'entrepreneuriat, tout ce qui comporte. Donc, je suis dans l'accueil de l'immigration. La situation des immigrants, ça me touche. Et c'est pourquoi je fais beaucoup de sensibilisation, même pour les étudiants qui veulent aller étudier au Canada, aux États-Unis. Les parents, pour dire, envoyez vos enfants, mais éduquez vos enfants. Parce que ce pays est rude. Il est rude. Ne le voyez pas juste, les enfants vont faire des photos sur Instagram, sur Facebook. Mais je vous rends compte, je fais des interventions chaque mois avec mes équipes sur les cas des Africains, des enfants désemparés. Un enfant n'a jamais lavé le plat ici et tu l'envoies directement au Canada et tu vas te vanter à ta réunion pour dire que non, ton enfant est au Canada alors qu'il ne faut rien, n'arrive même pas à laver même ses sous-vêtements. Donc, l'immigration, c'est quelque chose qui me touche. Et pour moi, je pense qu'une immigration bien réussie, c'est une intégration réussie. Et puis pour sortir, comment appréciez-vous le phénomène de vol de bébé dans nos hôpitaux pour sortir? Alors, le vol de bébé, c'est vrai que ça me prend tout croche. Je ne savais pas que ça existait. En fait, j'ai eu à entendre parler, donc ça veut dire que c'est un phénomène. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais je pense que le vol
des bébés, je veux me replonger dans cette partie du monde. Les enfants aujourd'hui sont les prédateurs, en fait, sont les proies, pas les prédateurs, les proies d'un certain groupe de mafieux dans le monde aujourd'hui. Et même nos enfants, ils ont des GPS partout aujourd'hui lorsqu'ils sortent. Et c'est une proie. Il y a toujours un enfant qui disparaît à Montréal ou au Québec au moins une fois la semaine. Et tout, dans toutes les communautés, nous sommes conscients. Je pense que les mafieux se sont peut-être déplacés dans cette partie du monde et il y a un gros trafic qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais nous-mêmes dans cette partie du monde, nos enfants sont très sécurisés. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant de 12 ans, de moins de 12 ans, seul à la maison. Et je pense que si ce phénomène arrive, il y a plusieurs certainement connotations que nous ne maîtrisons pas, mais ce qui est sûr, il faut décrier. C'est pas normal, c'est pas votre bébé, c'est pas votre bébé. Samuel Hervé Mandeng, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous écoutent. Nous revoilà sur le plateau de À vous la parole avec notre invité qui n'est autre que Samuel Hervé Mandeng. Il nous a parlé notamment de l'immigration et puis comment est-ce qu'il a fait pour immigrer et comment se comportent certains immigrés quand ils arrivent dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, on parle du Cameroun, notamment de l'immigration au Cameroun. Est-ce que Samuel Hervé Mandeng va nous parler un peu de comment est-ce que les immigrés se comportent, notamment quand ils sont sur le terrain et comment est-ce qu'ils font pour avoir des revenus, comment est-ce qu'ils s'installent, comment est-ce qu'ils en arrivent à s'en sortir, notamment à travers d'autres pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'immigration, c'est ce qui nous fait nous tous. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains et beaucoup même d'Occidentaux immigrent vers d'autres pays. On voit même des Français qui immigrent vers les États-Unis. Mais pourquoi est-ce que le problème se situe toujours en Afrique? On va poser la question notamment à Samuel Hervé Mandeng qui est là avec nous. Alors, Monsieur Mandeng, aujourd'hui, on sait quand même que vous travaillez avec les immigrés, des associations, l'Assemblée nationale, entre autres. Vous vous occupez du problème noir, notamment comment est-ce qu'ils font pour s'intégrer justement dans la société. Ça se passe exactement comment quand vous avez un cas, par exemple, d'immigration ou d'immigrés qui souhaiteraient réellement se réinsérer ou bien s'insérer dans la société? Alors, il faut noter que l'immigration du Canada est l'un des meilleurs dans le monde. L'un des meilleurs parce que il y a un accueil, il y a un service d'accueil, il y a un service. Les consultants en immigration qu'on voit aujourd'hui qui pullulent sont les responsables qui ont le mandat de pouvoir préparer la documentation pour vous permettre d'immigrer. Et arriver au Canada, vous avez des organisations qui sont là pour vous recevoir, dont la nôtre, qui sont là pour vous recevoir, qui dit écoutez, alors si vous êtes là dans le cadre de l'emploi, voici les orientations, donc on vous prépare de manière sociologique, vous dit écoutez, voici le pays. Et moi j'aime toujours dire aux immigrants, bienvenue dans le pays où coule le lait et le miel. Donc, et je leur dis, mais dans le miel, il y a les abeilles piquent. D'accord. Alors c'est pour dire que ça ne sera pas tout rose. Ouais, ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile. Alors, et en général, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Premièrement, vous avez des difficultés d'ordre psychologique. D'ordre psychologique, je peux dire d'ordre de croyance. Alors, vous savez, dans ces pays, on ne triche pas. Et beaucoup de personnes, je ne dis pas la plupart, mais je dis il y a certaines personnes qui ont triché pour avoir leur diplôme, tu as triché même pour avoir l'emploi, tu as triché presque partout. Et lorsque tu arrives, tu fais l'erreur de peut-être t'inscrire pour l'immigration au Canada, tu arrives dans ce pays et tu te rends compte qu'en fait tu n'es pas compétent. Tu comprends? Et aussi, il y a des personnes qui ont une mauvaise orientation à la base. Il faut savoir que la plupart d'entre nous ont été très mal orientés. L'école, je peux le dire haut et fort, je travaille dans mon organisation est là pour donner l'orientation, l'aide aux devoirs avec des jeunes. Je travaille avec des jeunes. Notre système éducatif de notre pays nous a donné une force. La force, c'est la capacité tout simplement de résister. C'est-à-dire que les Camerounais sont très bons pour la résistance. Ça, je tire chapeau à notre système. C'est-à-dire qu'on a cette capacité d'adaptation au système. Mais ce qui manque à nos facultés, c'est la capacité de créer. À la capacité de créer, d'accord. Okay. Oui, on est très bon dans la réplique, dans la reproduction. C'est-à-dire qu'on nous donne et on rabâche, on remet. Notre système, c'est ça. Le système scolaire
que nous avons hérité comme système pour Vous les n'allez quand même pas Camerounais. remettre en question Non, l'éducation camerounaise. je ne remets aussi, pas hein. en cause. D'accord. C'est une force. C'est une force. La plupart d'entre nous, regardez les Camerounais aujourd'hui en Allemagne, un peu partout, les Camerounais sont brillants dans les études, sont brillants. Mais le problème de notre communauté, c'est que nous sommes des très très bons suiveurs. Parce que le système nous a tout simplement appris à lire et à répliquer. Tu comprends? Oui. Mais on ne part pas de zéro pour créer. Alors, même la société en elle-même, la société en elle-même nous amène on a peur des personnes qui créent. Lorsque vous créez, on dit que pourquoi tu veux venir changer le système. Tu comprends? Donc, ça nous amène pas à se positionner en termes de leadership. Comprenez? Alors, à cet effet, notre communauté, dans l'intégration, on a beaucoup de problèmes de sociologie. C'est pour ça que je dis beaucoup aux entrepreneurs, il y a une différence entre se déplacer et voyager. Beaucoup se déplacent. Beaucoup se déplacer, c'est quoi? C'est partir d'un lieu avec sa mentalité, ses compétences et venir au Canada et ne pas prendre le plus du Canada ou le plus du Canada. Et ce que vous voulez, c'est transporter Ndokoti ou Mvokada au Canada. C'est ça, se déplacer. Alors, vous voulez faire un peu une sorte de Chinatown ailleurs ou bien... Non, ce n'est pas ça. C'est juste que il y a des gens qui peuvent partir de Mvokada. Je prends un exemple, excusez-moi. Voilà, c'est un quartier de Yaoundé. Un quartier de Yaoundé. Voilà. Mais Mvokada ne part pas de leur tête. C'est juste que tu pars du Cameroun, mais le Cameroun ne part pas de ta tête. Ça veut dire que... Mais c'est aussi ça une forme d'identité aussi, il faut le rappeler. L'identité, c'est quoi? Être Camerounais, c'est quoi? Tu poses une question, être Camerounais, c'est quoi? Tu réponds? Tu es là, tu ne vas pas parler. Alors, être Camerounais, on n'a même pas d'identité. Lorsqu'on arrive dans ces pays, pour challenger les autres, il faut avoir une identité. L'identité, c'est quoi? L'identité commence d'abord par connaître qui tu es dans le spirituel. On n'a pas d'identité spirituelle. On n'a pas d'identité culturelle, émotionnelle, émotionnelle. Et même l'identité même corporelle, ça veut dire que même familiale. Quelle est notre identité familiale? Tu connais ton identité familiale? Quelles sont les valeurs qui ont été établies par les aïeux? Monsieur Mandeng, on ne va pas transcender peut-être les valeurs familiales de chaque personne, mais néanmoins, on va prendre quelques réactions. Bonsoir, madame, je suis Elisa depuis Yaoundé. Je souhaiterais savoir comment faire pour avoir des conseils pour préparer mon immigration. J'aimerais avoir aussi des conseils en modelship. Alors, comme je disais, il faut savoir une chose. L'immigration est un projet. Alors, tu dois savoir pourquoi tu immigres. Si tu immigres, que la motivation d'immigration, c'est parce que tu veux fuir le Cameroun, parce que c'est trop dur ici, vraiment, excusez-moi le terme, il ne faut pas que Paul Biya le tire sur moi, comme ils ont l'habitude de dire, vraiment, Paul Biya a gâté le pays, mais c'est une connerie. Ce n'est pas une bonne motivation. Parce qu'il y a un côté positif de ce pays qui nous permet d'être meilleurs dans ce pays. Moi, j'ai eu cette chance de voyager dans beaucoup de pays. On n'est pas si mauvais que ça. Là, je dirais à cette dame, écoute, si la motivation pour toi, c'est de partir au Canada parce que tu cherches à manger, tu veux juste faire le travail, tu vas trouver à manger et ça sera ton standard de vie et tu ne vas pas aller, tu n'iras nulle part. Tu comprends? Il faut, qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu penses contribuer pour le développement? Et ce sont ces questions. Alors, ne te pose pas des questions d'argent. Je conseillais encore à un jeune hier qui m'écoutait. Sa famille lui veut immigrer pour venir au Canada. Je lui ai dit, écoute, mets-toi un projet. Organise-toi. Donne-toi un temps d'y écouter. Il y a une différence entre quitter et partir. Donc, ceux qui font l'immigration clandestine partent, mais ne se sont pas préparés à quitter. Vous comprenez? Pour l'immigration, on se prépare à quitter et on part un jour. D'accord. Donc ça veut dire que tu prépares, écoute, dans 5 ans, voici ce qu'il faudrait. Allez, maintenant tu étudies maintenant le système, tu lis la documentation, tu dis, écoute, voici la main d'œuvre qu'on demande et voici ce qu'il faut faire. Pour le modelship, écoutez, juste me contacter à travers mon lien Facebook ou bien mon lien LinkedIn et puis vous aurez toutes les informations. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Comment contacter monsieur Samuel Hervé Mandeng? Je crois que vous venez de le dire déjà, vous contactez déjà sur ces pages Facebook et puis LinkedIn notamment, ces pages pour lesquelles notamment on peut contacter des gens. Bonsoir au grand Hervé Mandeng, j'ai juste besoin de votre contact, s'il vous plaît, c'est Christian du Living World Fellowship.
Je ne sais pas si vous connaissez peut-être... Je connais très bien. D'accord. Salut Christian. Ok. Bonsoir, Monsieur Mandin. Dans 2 mois, je compte m'installer au Canada et plus précisément dans la ville de Montréal. J'aimerais savoir si ce que je pourrais me rapprocher de votre organisation le moment venu. Merci. Bien sûr, tu es la bienvenue. Il faudrait certainement te rapprocher de nous parce que, comme je le dis, la plupart, tu viens dans un pays pour te réaliser où tes rêves peuvent se réaliser. Je ne dirais pas que tes rêves ne peuvent pas se réaliser au Cameroun. Non, pas du tout. C'est juste que, tu sais, lorsque tu travailles dans ce que tu aimes, tu peux ne pas l'aimer demain. Lorsque tu travailles dans ta passion, tu comprends? Tu peux résister à toute forme de conflit. D'accord. Il faut vous être employé dans sa passion. Et justement, le Québec, le Canada, c'est l'une des destinations qui vous aide vraiment à vous découvrir et à vous permettre de pouvoir vous réaliser. Bonsoir au panel. Docteur Robert Ebenezer Soga, enseignant et chercheur en Sciences Po Bordeaux. Tous mes hommages à notre jeune frère Sami Avemandin et aux journalistes de la très suivie émission À vous la parole. Une question toute simple. Comment comprendre le nouveau paradigme de modelship dans l'opérationnalisation des formations en entrepreneuriat? Ces conseils sont-ils complémentaires ou contradictoires? Alors, je saluerai le docteur Soga depuis Bordeaux. Alors, pas contradictoire. Il faut savoir que le modelship vient uniquement se hisser vers des personnes qui ont une réalisation. Tu ne peux pas être leader sans réalisation. Le leadership n'est pas la position. Le leadership, c'est l'impact que tu fais à travers une réalisation bien claire. Alors, j'ai par exemple parlé ici de Martin Luther King, de Mandela, qui ont créé des concepts qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, ces personnes ne se sont pas multipliées vers d'autres. Alors, lorsqu'on parle de modelship, on voudrait que, comme Jésus-Christ qui est mort aujourd'hui, dont la science perdure jusqu'aujourd'hui, il a formé, il a identifié 12 personnes, il les a transmis un certain nombre de compétences, il les a organisées, il les a développées, il les a éduquées, et ces personnes étaient loyales à sa vision qui a perduré plus de 2000 ans aujourd'hui. Alors, contradiction, oui, par rapport au leadership, mais oui, par rapport au leadership, mais contradiction, non, parce que c'est une complémentarité, c'est une suite du leadership. Alors, bonsoir à vous, très belle émission, Monsieur Mandin. J'aimerais savoir si c'est possible de s'en sortir au Canada, même si on n'a pas fait de grandes études ou si on n'a pas une qualification professionnelle. Alors, je vais répondre par moi-même. Écoutez, c'est pas quand qui se dit par qualification professionnelle. Peut-être il n'a pas reçu une grande formation, il est juste peut-être, on parle d'ouvrier, peut-être, voilà. Justement, lorsque je parlais de répondre par moi-même, je dirais que le Canada est un pays qui aide, qui considère l'autodidactie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des compétences innées, naturelles, ou bien des compétences développées sur le tas, et qui ne sont simplement pas partis à l'école, n'ont simplement pas fait des écoles classiques. Comprenez? Moi, je veux le dire, je crois que c'est dans tous les médias aujourd'hui. Je parle à CATV, il y a tout un média pour moi. Moi, j'ai jamais fait l'université. J'ai jamais fait l'université. Mais ça veut dire que si j'étais au Cameroun, logiquement, je ne devrais même pas peut-être être là où je suis aujourd'hui. Parce que le système est conçu de telle façon que tout le monde doit être docteur, professeur ou avoir une diplôme. On présente d'abord le diplôme avant de présenter le savoir-faire. Mais en Amérique du Nord, c'est le qu'est-ce que tu sais faire. Le qu'est-ce que tu sais faire, c'est pas la diplômie. Alors je dis à ce monsieur, si tu sais faire quelque chose, si tu es une personne de service, si tu sais apprendre, c'est une opportunité pour toi. Et je veux même conclure à dire que on a découvert que la plupart des personnes qui sont retardées dans leur immigration, c'est des personnes qui sont très diplômées. Vous comprenez? Ils sont des diplômés. Les personnes qui sont moyennes, généralement, ont tendance à vouloir s'intégrer plus rapidement parce qu'ils ont leur boulot, ils ont leur emploi et veulent étudier, ils veulent apprendre. Mais les personnes qui sont docteurs, généralement la plupart de nos docteurs qui arrivent dans ce pays, il est difficile pour eux de s'intégrer. Justement parce que on te demande qu'est-ce que tu sais faire et non qu'est-ce que tu as. Alors, si on change ces paradigmes aujourd'hui, si l'État apprend à considérer aussi que dans une entreprise, il y a quelqu'un qui a fait 20 ans dans une entreprise
Et cette personne a déjà ce qu'on appelle l'âme de l'entreprise. Elle peut être directeur ou bien directeur adjoint. Voilà. On doit apprendre aussi à récompenser les gens par rapport à leur expérience, Tout à fait. pas seulement par rapport au diplôme. Alors, nous allons prendre une petite pause avec ces images. On va vous faire passer des images de modèles, des images de personnes célèbres. Et puis, vous donnerez votre avis, notamment, qu'est-ce que vous pensez d'elles, qu'est-ce qu'elles vous inspirent. Alors, sans plus tarder, on va prendre la première image. Wangari Maathai, le prix Nobel de la paix 2004, justement, qui est décédé, hélas, en 2011, mais qui a été ministre, député au Kenya et justement, qui a reçu beaucoup de prix, comme le prix Indira Gandhi, par exemple. Alors, c'est une femme aussi qui m'a inspiré, parce que son histoire, voilà une personne qui a servi sa communauté. Et c'est ce type de modèle que nous devons avoir pour notre société. Oui. Il faut comprendre que lorsque vous servez votre communauté, vous êtes célèbre. La célébrité n'est pas la popularité. Beaucoup de gens veulent être connus, mais c'est la popularité. La célébrité, c'est lorsque vous avez la capacité d'aider l'autre à se relever. Mais la popularité, c'est lorsque vous aidez tout simplement l'autre peut-être à vous admirer. Vous comprenez? Alors cette personne, cette dame m'a inspiré à continuer à servir. J'étais en Afrique du Sud en 2010 et elle était un de nos modèles. Elle était un de nos modèles dans l'enseignement et même dans le leadership. Oui, elle était biologiste et militante écologique aussi. Et justement, voilà. Elle aidait beaucoup plus la jeune fille. Et ce sont des modèles comme ça qui nous ont amené les courants de pensée. Aujourd'hui, moi, je me suis levé, j'ai dit, écoute, si je peux, à chaque fois que je peux aider un jeune Camerounais à mieux se connaître, j'ai dit, écoute, tu es un gars fort, mais la seule chose qui va te détruire, c'est que tu fais des choses pour ton ventre. Fais des choses pour la communauté et tu n'auras jamais faim. Alors, on va prendre l'image suivante. Voilà, le docteur, professeur Ernest Simo. Écoute, docteur Ernest Simo, c'est mon grand ami, c'est mon ami, c'est un grand frère. J'ai connu en 2011 au Cameroun et docteur Simo m'a fait l'honneur de venir présider le premier colloque international et scientifique des Camerounais que j'ai co-organisé avec mon ami Denis Chuente. Ce colloque avait pour but de fédérer l'intelligence camerounaise pour avoir un impact dans leur pays d'accueil. Et les Camerounais, justement, lorsque nous va dans ce pays, les Camerounais ont une influence individuelle. Alors vous avez un Camerounais qui est meilleur dans l'armée, mais il est seul. Alors que le Canada, les États-Unis sont des pays communautaires. Alors pas social, il ne faut pas comprendre le socialisme et le communautaire. Et le communautarisme. Le communautarisme, voilà. par exemple. Alors à ce niveau, je l'ai invité, il est venu aussi avec le docteur, le professeur Kamsukom, qui est venu au Cameroun. Et c'est docteur Ernest Simo m'a beaucoup marqué parce que j'ai découvert en lui un homme sensible. D'accord. Et je vous dis, les hommes de succès, c'est les personnes sensibles. D'accord, la sensibilité y est pour beaucoup. Alors, on va prendre une autre image. Le Che Guevara. Che Guevara, écoute, je le classe dans la catégorie des Martin Luther King, des Mandela. Et j'ai la prétention de le dire que ces personnes nous ont ouvert la rue, nous ont ouvert le chemin, mais ils nous ont laissés nous ont libérés, mais ils ne nous ont pas montré le chemin. Alors, celui qui te libère sans te montrer, si tu te libères d'un espace sans te montrer le chemin, tu as fait prisonnier de l'espace. Aujourd'hui, la communauté noire dans cette partie du monde prend encore Che Guevara, Martin Luther King et Mandela comme leur modèle. Donc ça, c'était des activistes. Mais on devrait avoir aujourd'hui à notre niveau des leaders. L'activiste te libère, mais le leader te montre le chemin. Et nous louons ce que Che Guevara a fait à son époque, mais on voudrait les nouveaux Che Guevara qui nous montrent plutôt le chemin. D'accord, on va prendre une autre image. Ici, le Duc, c'est quand même un artiste plénipotentiaire qui est écrivain, danseur, conteur. Il a beaucoup de casquettes et puis il a beaucoup vendu l'image du Cameroun et il continue de vendre d'ailleurs l'image du Cameroun. Il est justement dans la fédération danse du ministère des Arts et de la Culture. Ici, le Duc nous a fait danser quand on était
très jeune. Je me souviens aussi sa C'est un sœur. patriarche aussi. Sa sœur Chantal. Chantal ici. Ben, je pense que ce sont des personnes qui ont poussé le Bikutsi, qui ont amené le Bikutsi à un autre niveau avec À l'international. à l'international. Et cette famille que j'ai un peu côtoyée avec leur frère, qui est un de leurs frères qui était décédé de la catastrophe d'Ensam. Je salue la mémoire, qui était quelqu'un que on a grandi tous ensemble. Alors, oui, c'est quelqu'un qui a mené le Bikutsi à un certain niveau. Nous saluons ses efforts, tout en espérant que la jeunesse aussi ne va pas seulement se cloîtrer dans l'ombolé comme ils sont aujourd'hui, peut-être aller dans ce sens. Alors, on va continuer avec ces personnages avec une autre image. Monsieur Lambert Sona Momo, qui est un Camerounais brillant et que vous connaissez aussi. Ben, Lambert nous suit actuellement, il est en Suisse, il nous suit, c'est des Camerounais dont on est fier. Lambert Sona Momo, c'est le Camerounais qui est aujourd'hui à l'origine de la nouvelle révolution de la sécurité, de la cybersécurité. Il est l'inventeur d'une solution d'identification de la veine, Venoscana. Venoscana, et j'ai eu le privilège de l'inviter ici au Cameroun dans le cadre de la 2e édition du Cameroun Digital Boost, où les pairs du digital lui ont remis une distinction pour ses recherches. J'invite les Camerounais justement à aller saisir professeur Sona S-O-2-N-A, Lambert Sona Momo sur Google, vous allez voir. C'est les Camerounais comme ça dont nous sommes fiers. Nous sommes fiers de les ramener au Cameroun pour que le Cameroun les découvre. Mais justement, vous voyez, ils sont très peu connus dans le pays. D'accord, on va prendre un autre Camerounais encore, le champion, Francis Ngannou. Alors, bien sûr, tout le monde a connu Francis. Je ne connais pas personnellement, mais je connais ses œuvres. Vous savez... Mais qu'est-ce qui vous inspire même quand vous rencontrez, vous voyez une image comme ça de Francis Ngannou? Bon, premièrement, ce qui m'inspire, c'est d'abord le drapeau qui tient tout autour à son épaule. Et puis vous avez la ceinture. Vous avez dans son visage une détermination. Vous avez dans ce visage une détermination. Vous avez, c'est le type de compatriote parti d'ici, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il pensait vouloir justement titiller le monde. Parti avec l'esprit d'un diasporin, mais il est venu par l'esprit d'un Camerounais de l'extérieur. Il est venu comme un ambassadeur. Vous pouvez partir comme la diaspora, mais vous devez changer un chiffre. Vous devez faire ce qu'on appelle un changement de paradigme pour que vous représentez le Cameroun dans le domaine, dans votre domaine. C'est un réel modèle, mais pas nécessairement par son parcours du Beaux-Arts, comme on le dit. On dit qu'apparemment, c'est quelqu'un qui a traversé le désert. Le dit tout le temps. Il le dit, non, il croit qu'il doit être l'une des les ambassadeurs pour éviter justement les jeunes à traverser le désert, parce que les jeunes veulent l'imiter pour devenir comme lui en passant par le même chemin. Et je pense qu'il devait être un ambassadeur pour déconstruire ça. D'accord. Alors on va prendre l'image suivante. Jean-Louis Benaye, le docteur Jean-Louis Benaye. Docteur Jean-Louis Benaye, comme je l'appelle toujours Bobinette, c'est des modèles. C'est des modèles de la société. Il vit aux États-Unis, il faut le rappeler. Aux États-Unis, à Dallas, et c'est des gars que j'ai aussi je l'ai fait venir au Cameroun, aussi dans le cadre de son organisation Brainstorm. Écoute, il fait un travail remarquable. Il fait un travail remarquable en Afrique, au Ghana et même au Cameroun. Il opère des cerveaux de manière gratuite. Il réunit les meilleurs dans le monde. Mais vous racontez une anecdote. C'est un neurochirurgien. Les neurochirurgiens, l'un des meilleurs dans le monde. Mais je peux vous dire que le Cameroun ne profite pas suffisamment du potentiel de ses fils. Je pense que lorsqu'on parlera de la rubrique ou comment notre apport, voici justement un apport où on ne profite pas suffisamment, et il y en a plusieurs comme ça.
Oui, voilà, on va prendre donc la dernière image. Alpha Blondy, c'est lui qui a marqué quand même notre jeunesse avec des textes quand même assez expressifs. Oui, écoute, Alpha Blondy, c'est notre génération. En fait, c'est les pères. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se positionne comme un révolutionnaire, mais au niveau des paroles, au niveau d'éduquer la jeunesse. Oui, c'est un modèle pour notre génération et il essaye d'illuminer la jeunesse en les inspirant à prendre conscience de leurs valeurs, à prendre conscience justement d'être des meilleurs dans leur domaine. Et puis, on me dit qu'il fait savoir qu'il y a une dernière image qui n'est autre que notre ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manauda. Bon, ben, Malachi, Mais il est jeune, voilà, comme la jeunesse l'a demandé, on souhaiterait avoir des gouvernants qui sont jeunes et qui sont toujours axés sur le terrain, la descente, la rencontre avec justement le monde sanitaire, médical et puis même avec les patients. Il y a quand même cette proximité. Peut-être, qu'est-ce que vous pensez de lui en tant que ministre et puis socialement aussi? Alors, je vais répondre d'une certaine manière, je réponds sur la casquette d'experts en leadership. Vous savez, la position du ministre ne devrait pas logiquement être un modèle de société parce que c'est une nomination. Et on sait que la nomination est discrétionnaire. On ne peut pas évaluer son mérite, on ne peut pas évaluer son parcours. Si je me mets à dire ici que c'est un meilleur, vraiment c'est un modèle, je suis en train de dérouter les gens qui sont en face. Il ne faudrait pas que les Camerounais, nous tous, on pense que lorsque vous avez été nommé ou bien lorsque vous avez l'argent, vous êtes un modèle de société. Alors, cela ne veut pas dire que je n'apprécie pas son travail. Oui, il a géré avec beaucoup de leadership le Covid. Il y a eu des couacs, mais bien sûr, son équipe, il communiquait beaucoup sur Twitter, je pense, et sur les réseaux sociaux. Et ils ont vraiment communiqué. Ça a été difficile pour nous en cette période-là. Je voyageais beaucoup pour le Cameroun. Bon, ces équipes essayaient de se battre. C'était la première fois. Je peux dire qu'au niveau de son leadership, il s'est vraiment, on peut dire, il s'est battu, comme on dit au Cameroun. Il s'est vraiment battu. Bon, écoute, il y a aussi des scandales. Hein. Il y a aussi des scandales. Ben, tout le monde en a, et de toute façon, voilà. Alors là, nous allons prendre une réaction. Bonsoir à vous sur le plateau et merci pour votre brillante invité. Heure et jour de rediffusion, s'il vous plaît. Je viens de me connecter. De toute façon, l'émission sera rediffusée demain très tôt. J'espère que vous suivrez l'émission. Néanmoins, il y a la page Facebook Info TV Cameroun. Vous pourrez revoir justement l'émission à n'importe quel moment. Alors, on va parler notamment d'immigration. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas Francis Ngannou. Alors aujourd'hui, vous parlez de modèle. Est-ce que quelque part, le gouvernement n'a-t-il pas fauté parce que malgré justement la sensibilisation, malgré la communication qui est de mise, on voit toujours des gens qui veulent traverser. Même si on dit aujourd'hui, il y a 100 morts, il y a 100 Camerounais qui sont décédés, il y a toujours des gens qui veulent traverser. Pourquoi cet engouement de pouvoir vouloir aller à l'extérieur, découvrir l'Eldorado? Pourtant, ce n'est pas si facile que ça. Bon, ici, je vais répondre dans le cadre du leadership. Lorsqu'une action posée par une personne dont vous croyez, une personne de votre famille, lorsqu'une personne de votre famille pose une action, ça devient généralement, je pourrais dire, ça devient un peu comme une force de loi. C'est-à-dire, force de loi, peut-être pas le terme, mais je dirais, chaque action posée, vous comprenez, a un esprit. Chaque action posée a une valeur. Alors, lorsque le jeune rencontre un de ses amis qui a traversé, et on lui dit, écoute, le jeune a réussi, selon lui, a pu traverser, et puis s'est fait ce nombre de photos, vous comprenez, pour déconstruire cette image de réussite, il faut d'autres contre-images. C'est-à-dire? Ça dit que l'image qui vient de voir son ami qui a traversé et qui a réussi,
pour lui, ça sonne déjà comme un acte de bravoure. Et l'acte de bravoure en lui se hisse directement dans son subconscient. Ça hisse dans son subconscient et il veut reproduire la même chose. Il dit, écoute, si tel a pu faire, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Et sans savoir ce que son ami a traversé, sans savoir ce que cette personne a traversé. Et si ce jeune, après quelques années, revient quelques années plus tard et est un peu bien habillé, un peu propre, tu vois, et fait à manger, ça c'est la catastrophe. Ça c'est la scellée dans l'image du jeune. Alors, pour que les jeunes arrêtent de voyager de cette manière, d'abord, premièrement, c'est un fléau qui est difficile parce que difficile de stopper pour l'instant parce que il est déjà ancré dans les mœurs. Je rencontrais un jeune il y a quelques semaines où sa famille, un jeune brillant qui étudie dans une université prestigieuse au Cameroun et une université privée, il dit que non, vraiment sa mère et sa maman manquent de moyens et il voudrait voyager pour justement sauver l'image de sa famille parce qu'il sent que sa maman n'a pas eu suffisamment de moyens et il voudrait sauver l'image de sa maman en voyageant pour aller chercher l'argent. Vous comprenez? Alors, le jeune pense que réussir, c'est avoir. Lorsque on n'a pas déconstruit ces paradigmes-là, ces façons de penser dans la société, c'est pas de notre faute. C'est pas la faute du jeune. C'est parce que pendant longtemps, on a fait croire aux jeunes que tu es parce que tu as. Alors le jeune veut se battre. Il va être soi-disant influenceur négatif. Les filles vont se prostituer. Les garçons vont faire un certain nombre de choses parce qu'il faudrait avoir l'argent. Parce que nos sociétés ont considéré ça. Et je peux même vous dire, la plupart même des sociétés même qui poussent, la plupart des gens qui poussent ces jeunes à partir, de manière indirecte, vous allez voir les familles. Vous allez voir les familles. Parce que aussi, nous, les compatriotes de l'extérieur, lorsqu'on arrive dans les familles et on offre à boire à tort et à travers à la famille, quelle est l'éducation qu'on donne aux jeunes? Moi, dans ma famille, tout le monde sait que je suis. D'accord. Vous avez certainement une autre mentalité et peut-être d'autres valeurs. Alors, on va prendre une autre réaction. Bonsoir, j'aimerais avoir le numéro de Samuel Hervé Mandeng. On vous l'a déjà expliqué comment faire pour avoir son contact. Bonsoir, j'ai pris l'émission de cours. Pouvez-vous faire un briefing sur vos infos, nom de l'organisation de Samuel Hervé Mandeng? Je crois que vous en avez déjà parlé aussi. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Moi, c'est Jean. Je ne sais pas si c'est possible d'aller, c'est-à-dire peut-être voyager en faisant premier, bon, en étant, je sais pas, je veux faire plutôt la technique, je sais pas trop ce qu'il voulait dire, il faut mieux articuler, peut-être mieux agencer vos phrases pour qu'elles soient un peu compréhensibles face à notre invité. Alors aujourd'hui, il y a un jeune par exemple, ce que moi je retiens, il veut faire la technique, donc peut-être il n'a pas un niveau, peut-être supposons, intellectuel un peu adéquat, genre il n'est pas bardé de diplôme, mais il souhaiterait être peut-être dans la technicité, travailler dans un bateau, être agent d'entretien, gardien. Comment est-ce qu'il va faire pour s'intégrer au Canada? Bon, il est complexe de répondre à ce type de questions parce que pour l'immigration, est faite en fonction de la demande. Pour la petite histoire, l'année prochaine, je pense 2024, l'immigration va passer de 50 000 au Québec à plus de 100 000 au Québec. Alors, de cela, ils font une demande en fonction de leurs besoins. Ils n'ont pas besoin des intellectuels. Ils ont besoin, pour la plupart des personnes, on peut dire des tâcherons, ils ont besoin des ouvriers. Alors, je l'ai dit à l'Assemblée nationale en 2015, lors d'une consultation nationale, je disais qu'il faudrait qu'ils changent le mot immigration, il faudrait qu'ils changent le mot travailleur qualifié, qu'ils mettent plutôt ouvrier qualifié. Parce que travailleur qualifié, tout le monde se met à l'intérieur. Lorsqu'on met ouvrier qualifié, tout le monde, tu sais qu'écoute, si au Cameroun tu étais docteur, il faut savoir que là-bas on a juste besoin de quelqu'un qui exécute. Et c'est ça la difficulté. Il faudrait que les gens perçoivent que
les pays développés n'ont pas besoin des personnes nanties de diplôme. Il faut oublier ça. Ils veulent des personnes tâcherons. On te demande que, monsieur, tu dois être là à 8 heures, voilà ce que tu as à faire et tu gagnes temps. Tu es d'accord, c'est bon. Si tu réfléchis comme Samuel Hervé Mandin, on n'a pas besoin de toi. Il est difficile parce qu'eux-mêmes voudraient que leur population se positionne. Alors nous, on se bat aussi pour ça, que oui, écoutez, on ne va pas être ouvrier pendant toute la vie. Pour la petite histoire, moi j'étais ouvrier pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai été ouvrier et je travaillais dans une boîte, je portais les cartons. Mais jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité justement de faire une conférence au Québec pendant le mois de la commémoration de la traite négrière. Et c'est comme ça que j'ai été remarqué. Je suis parti du carton pour le bureau, pour un travail plus décent. Alors, combien de personnes ont cette opportunité? Très peu. Mais il faut que les gens comprennent. L'immigration Canada, c'est pas pour des personnes super intellectuelles. C'est pour des personnes tâcherons, ouvriers, ouvrières. Si tu sais faire telle chose, ils ont besoin des aides-soignants, ils ont besoin de personnes juste pour remplir la chaîne alimentaire, la chaîne professionnelle et tout. Mais si tu réfléchis trop, tu n'es pas trop la bienvenue. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas réussi. D'accord. On va prendre cette dernière préoccupation. En tant qu'expert dans le leadership et l'entrepreneuriat ou la communication à Montréal, quel est votre apport pour le développement du Cameroun? C'est vrai quand même que vous êtes quand même assez connu là-bas. Vous travaillez à l'Assemblée, vous travaillez sur la traite, comment on traite les Noirs, comment ils s'intègrent. Alors au Cameroun, quel est l'apport de votre expérience au Cameroun? Ça apporte quoi au développement du Cameroun? Ben, déjà, mon apport se situe à 2 niveaux. Le premier apport, c'est le concept Give Back to Mama que j'ai créé en 2020 avec d'autres leaders aussi pour apporter notre plus, un concept qui aide à maintenir les ponts entre les Camerounais, justement, comme les docteurs Ernest Simo, tout ce qu'on venait de citer aujourd'hui, les bobinettes, j'aime l'appeler bobinettes, docteur Benaye et tout, à venir transférer, on peut dire, partager leur expérience. On a le Cameroun Digital Boost. Le Cameroun Digital Boost, c'est un concept qui réunit les Camerounais de l'extérieur, calés dans le domaine du digital. Il faut le dire clair. Il ne faut pas que les gens se trompent. Les meilleurs du digital ne peuvent pas être au Cameroun. C'est impossible. Le digital du Cameroun ne peut pas se développer sans les Camerounais de l'extérieur. Parce que, et justement, le gouvernement fait une grave erreur dans les prises de décisions sur le digital sans mettre des Camerounais comme consultants et même amener ces Camerounais à donner un avis. On a des Camerounais calés dans tous les domaines dans le digital dans le monde. Et pour moi, c'est un apport. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je fais constamment des conférences ici pour amener les gens vraiment à mieux se connaître. Je fais justement une conférence le 14 avril au ministère des Postes. C'est une conférence gratuite, mais sous réservation, bien sûr, pour ceux qui veulent. Alors, cette conférence est beaucoup plus pour les travailleurs de l'administration. C'est pour les faire comprendre qu'écoutez, les Cameroun forment des bons fonctionnaires. Est-ce que vous le savez? Parce que les Camerounais sont très bons dans la rédaction. Alors, comment capitaliser votre travail dans l'administration pour vous permettre à créer d'autres revenus? Et aussi, comment préparer sa reconversion professionnelle ou bien sa retraite? Il y a des gens, après 30 ans ou plusieurs années dans l'administration, vont faire les champs. Ça, c'est un suicide. Vous faites des chants si vous êtes passionné du chant depuis à la jeunesse, avant de rentrer dans l'administration. Mais vous n'allez pas un matin rentrer dans les champs alors que vous avez une certaine expérience déjà glanée durant tout votre cursus professionnel. Alors, il faut savoir aussi comment capitaliser leur position en tant qu'administrateur ou bien en tant que fonctionnaire. Vous savez que votre position vous donne l'opportunité de servir. Et cette position vous permet naturellement d'influencer et de trouver des opportunités parce que vous êtes, on peut dire, civil servant. Donc voilà à peu près ce que je fais. J'apporte de plus, je donne des conférences justement pour amener le développement mental au pays.
Voilà, on a reçu Samuel Hervé Mandé. Nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de partir, on va vous offrir un petit cadeau. Est-ce que vous aimez la poésie déjà? Bien sûr. Voilà, on vous offre un livre à la mère patrie. Vous avez parlé de Give Back to Mama. Alors, on vous ouvre un ouvrage à la mère patrie de Rika Silla. C'est justement un auteur déjà qui travaille au ministère de la Jeunesse. Et puis, ce livre a été édité aux éditions du Midi et Jimid qui se retrouve ici à Yaoundé. Alors, on vous offre cet ouvrage. Voilà. Merci. À la mère patrie, merci, préfacé par José Méli. Voilà, effectivement, José Méli, voilà. Alors, avant de partir aussi, on a aussi notre tradition, c'est qu'on sait que vous venez, vous venez du pays Bassa. Vous allez dire quelques phrases en Bassa, n'est-ce pas, pour les compatriotes camerounais. Et déjà, c'est pour peut-être faire revivre le vivre ensemble aussi. Alors, face à la caméra, quel est le mot que vous laissez? Votre village vous regarde, hein? Ok, mierabe mon kon masele ngandagour ba normé donc mi mandeng mandigi kivankal donc masé magwe me le menunu mi na mbai donc yom landege kal yele rubanin sang bassa baye une population qui me akal très très développé à l'international. Merci. Alors, on a fini avec ces phrases en langue bassa. Écoutez, le Cameroun est un pays multilingue. On vous amène à découvrir le Cameroun. J'espère que j'ai pas fauté. Hein. Ouais, je sais pas, je suis pas bassa, mais néanmoins, merci déjà de nous avoir égayés face à cette situation. On dit merci à toute l'équipe technique, Ben Vache à la réalisation, à la supervision générale de Deneuve. On dit merci aussi à Nadège Jugen qui était là avec la question des internautes. On se dit à vendredi prochain, toujours avec un invité de marque et surtout, soyez scotchés sur Info TV car la vraie télé se trouve ici. Et puis, passez un bon week-end.